Nous nous situons au nord-ouest du centre-ville de Clermont-Ferrand, donc au niveau du quartier de la Cité Judiciaire, dans la partie haute du quartier de Fongiève. Nous intervenons dans le cadre de l'archéologie préventive et en amont de la construction d'une crèche et de logements sociaux. Pour l'époque médiévale, on a énormément d'informations, notamment pour la fin du Moyen-Âge, une période qui est assez mal connue, notamment pour cette frange de la ville, puisqu'on a repéré des petits bâtiments en limite d'emprise qui, eux, sont liés à des petites unités d'habitation, avec une architecture assez légère, avec en arrière-cour des niveaux de jardin, avec des puits, donc qui correspondent probablement à différentes propriétés. Mais on a également repéré des bâtiments un peu plus imposants, et notamment celui-ci qui venait se greffer contre un grand mur de parcellaire, qui lui nous fait beaucoup plus penser à une annexe d'un établissement beaucoup plus grand, à savoir des cuisines, un réfectoire, sachant que dans ce quartier il y avait un hôpital médiéval, mais il y avait également une grande maison dans laquelle se réunissaient différentes confréries à l'occasion de messes calendaires, de fêtes religieuses. La fouille nous a permis de montrer la manière dont s'étendait la ville de ce côté-là. Donc ça nous donne un petit peu une idée de l'occupation de Faubourg dans cette frange ouest de la ville médiévale. On est hors les murs, on est hors de l'enceinte ici. Alors pour Clermont Antique, on est tout simplement dans la frange nord-ouest du centre civique, du centre monumental, qui est sur la butte de Clermont-Ferrand. On a longtemps pensé que ce quartier-là était peu ou pas habité durant l'Antiquité, notamment à cause de son caractère humide, voire même palustre. Et à la lumière des quelques diagnostics qui ont eu lieu lors des 15 dernières années, on s'est aperçu qu'il y avait quand même de l'occupation. Le tout était de savoir dans quelle mesure, et avec les vestiges que nous, on a en face de nous, sur cette grande parcelle, on s'aperçoit que le quartier était richement investi dès l'Antiquité, dès au moins la deuxième moitié du IIe siècle. Nous sommes sur les vestiges d'une portion de quartier suburbain de la ville antique, d'Augusto Nemetum. Donc un quartier qui est structuré par deux axes de circulation. L'un d'entre eux traverse notre parcelle du nord-ouest vers le sud-est et vient se connecter sur une rue plus importante qui, elle, est bordée par son caniveau et son trottoir. Donc notre ruelle, elle délimite une aile de bâtiments à l'ouest avec de grands bâtiments en façade qui ouvrent vers le sud, vers un grand bassin monumental, lui-même installé au sein d'une petite esplanade. De l'autre côté de la rue, on a une nouvelle aile de bâtiment qui a subi de nombreuses transformations qu'on a pour l'instant un peu de mal à interpréter. En arrière-cour duquel on a un grand canal qui lui traverse notre site du nord vers le sud, grosso modo, et qui présente quelques caractéristiques architecturales particulières. Dans le grand canal qui traverse le chantier du nord au sud, on a retrouvé des pièces en laiton auricalque, ce qui leur donne cet aspect doré, qui garde d'ailleurs cet aspect puisqu'elles ont été conservées dans un milieu non oxygéné. Donc on a vraiment le revêtement, la patine qui est extrêmement bien conservée. On a ici 2 sesterces de l'empereur Adrien. Associées à ces monnaies, on a retrouvé également d'autres monnaies qui, elles, sont en alliage cuivreux, on va dire traditionnel. Ce canal, on l'a observé sur 40 mètres de long. Il a un tracé très irrégulier. Il va en se rétrécissant, en s'élargissant. Et associé aux découvertes de meules que l'on a pu faire, on a vraiment le sentiment qu'on est dans la présence d'un canal lié à une activité de meunerie hydraulique. Donc ici nous avons les fragments d'au moins 4 éléments tournants de meules. Donc on voit que ce sont des éléments de très grand diamètre. Et ces meules présentent toutes les caractéristiques, notamment avec ces traces de crampons, de meules liées à une traction hydraulique. Dans cette partie de la ville qui était humide, on se rend bien compte que les Romains ont su tirer parti justement de ces contraintes liées à l'humidité pour installer leur système hydraulique pour alimenter leurs moulins.
On est peut-être en limite d'un quartier dévoué à cette activité de meunerie. Donc on avait un moulin hydraulique, mais peut-être même plusieurs le long de ce bief canal aménagé. Peut-être même tout un système en batterie destiné à la production de farine pour alimenter une bonne partie de la ville. On a vraiment une production à dimension collective. Des choses qu'on n'avait pas repérées jusqu'à présent pour Augustin et Méthom. Alors on se situe ici sur une grande pièce qui est en façade de la rue et on y observait, encastré dans le mur, un foyer domestique, donc une cheminée qui est ici bien conservée avec son arrivée ici, l'âtre qui est vraiment encastré dans la maçonnerie. On a un système de tirage, donc d'ouverture, et des poteaux latéraux pour l'encadrement, voire pour un système de potence, alors soit pour une crémaillère ou soit pour un fumoir au-dessus de la cheminée. C'est un bâtiment qui est un petit peu difficile à interpréter à l'heure actuelle, mais on a vraiment l'impression qu'on est dans quelque chose de domestique, dans une petite pièce d'habitat. Dans la partie sud du chantier, dans la continuité de cette grande aile de bâtiment qui est délimitée par la rue à l'est, on est ici dans un grand bassin monumental qui est installé sur une petite esplanade. Un bassin qui est très grand, 5,50 m de diamètre à l'intérieur, avec un état de conservation qui est très appréciable. On a 1,65 m d'élévation. Et ce bassin a la particularité d'être ouvert vers l'est par cette grande rampe d'accès. Et au fond, on voit qu'on a un revêtement très imposant avec de grandes dalles d'arcose qui, elles, sont pour la plupart en remploi. En démontant les 3 premières dalles ici, on a trouvé 5 monnaies qui devaient être prises dans les interstices, donc qui ont été probablement jetées après la construction du dallage. Et là, on a notamment une monnaie en argent qui a été prise, on voit le négatif ici, dans une concrétion, des concrétions qui viennent sceller les interstices. Ces concrétions, elles sont liées à l'eau essentiellement. Et là, on a retrouvé déjà au moins 5 monnaies. L'appareillage que l'on voit ici, qui a été utilisé dans la construction, s'apparente à ce qu'on appelle l'opus vitatum. En fait, ce sont tout simplement des blocs bien calibrés, avec des assises bien régulières, avec par endroits des moellons qui sont de forme hexagonale. C'est des particularités d'Augustin et Méthom dans la construction que l'on retrouve ici. Les joints sont très lissés, ils étaient peut-être débordants à l'origine, mais l'état de conservation fait qu'on les voit un petit peu moins bien à l'heure actuelle. On a tout un système d'étanchéité à l'extérieur du bassin qui se matérialise par une épaisse bande de mortier hydraulique, donc un gros enduit, doublé par une tranchée très large qui est comblée par une argile plastique très verte qui, elle, est là pour vraiment assurer l'étanchéité de la construction, tout au moins à l'extérieur. On a mis au jour, moitié ouest du bassin, cet exutoire en partie basse qui permettait de vider l'eau du bassin. Donc on voit que c'était un bloc de grand appareil qui a été soigneusement taillé pour permettre l'évacuation de l'eau. Un bloc qui était fermé par un bouchon que l'on a retrouvé en partie à l'intérieur. Lorsqu'on voulait vider le bassin, on l'enlevait tout simplement.
Et il y avait par ailleurs, en partie haute, à 1 mètre de hauteur, un trop-plein pour éviter que l'eau ne monte trop haut. Ce qui nous permet raisonnablement de restituer la hauteur de l'eau dans ce bassin à peu près 1,10 m. Il y a déjà tout un système qui est mis en place à l'extérieur pour assurer l'étanchéité de la construction. Et à l'intérieur, on a quand même des systèmes d'adduction et d'évacuation de l'eau. Donc oui, il y avait de l'eau. Et la fonction reste indéterminée. Ce n'est pas la première fois à Augustin et Mettum qu'on observe ce type de plan en trou de serrure. 2 autres bassins, l'un de plus grande dimension, l'autre de plus petite, ont été trouvés dans ce secteur-ci. Et les interprétations, faute d'une observation très large, restent difficiles à mettre en place. Là, on est bien dans les niveaux antiques. On se situe à l'entrée du chantier, donc à l'ouest. On est sur un grand bâtiment qui est jouxté par le grand canal. Et là, ici, est découverte un petit peu exceptionnelle. Grâce à l'humidité, des niveaux de démolition en place sont conservés, et notamment des grandes planches qui correspondent très probablement à un plancher, et des petits branchages qui, eux, font penser plutôt à des éléments de clionnage du mur qui s'est effondré. L'idée, c'est de fouiller ces structures de manière exhaustive dans le bâtiment pour avoir déjà une idée de la démolition qui va nous permettre aussi de restituer ce qui se passe avant, donc à savoir si on avait un plancher, si on a une toiture effondrée. Et l'intérêt, c'est qu'en dessous, ces niveaux de démolition, on a les niveaux de sol qui sont conservés. On pourra comprendre très probablement et le dispositif architectural employé pour la construction de ce bâtiment, les élévations et les niveaux de sol, mais on va également, je l'espère, pouvoir entrevoir la fonction de ce bâtiment. Il semblerait que jusqu'à présent, il y a eu pas mal de bois conservé sur un niveau relativement à plat, qui peut être sans doute dû à la démolition du bâtiment avec les bois qui sont effondrés. Donc là, c'est difficile de discerner ce qui peut être des poteaux, de ce qui peut être des poutres. Mais par rapport aux sections, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait des restes de plancher ou de toiture, voliges ou autres. Ça va être vraiment l'étude des bois après en post-fouille qui permettra de donner autant des choses du point de vue de la détermination des différentes essences composant les poutres, les planchers, de voir aussi si on peut dater ces bois, de voir s'il y a des différentes phases de construction, de réaménagement. Et ça permettra peut-être aussi de caractériser différents niveaux selon tout ça, quoi. Le meilleur moyen de datation pour les bois en tout cas, c'est la dendrochronologie. C'est vrai que quand on arrive à les dater, on a vraiment des dates qui sont vraiment très précises. Pour les archéologues, c'est vrai que c'est une donnée qui est très importante. A priori, ça a l'air d'être du résineux. Si on arrive à identifier l'essence et qu'il s'agit bien du chêne ou de sapin, donc on va pouvoir avoir potentiellement la possibilité de le dater. Et après, il faut avoir une quantité de cernes suffisante, il faut avoir une bonne conservation du bois pour pouvoir bien mesurer toutes les cernes composant ce bois-là. Et donc à partir de là, on peut arriver à les dater en dendrochronologie, en utilisant des référentiels déjà existants qui, eux, sont déjà datés. Du coup, ça nous permet de positionner en fait, la planche dans le temps. Ça date à l'année près, selon en fait, les cernes du bois, sachant qu'un cerne correspond parfaitement à une année. Donc si on a le dernier cerne, ça peut donner exactement la date de l'abattage. Et si le bois il est équarri, ça va donner une datation avec une fourchette relativement mince, quoi.
Donc la fin de la fouille de ce bâtiment a permis surtout de dégager l'intégralité du plancher qui recouvrait le fond de la pièce principale, qui était tourné autour d'un puits de captage de source qui lui aussi a pu être dégagé dans son intégralité. On se rend compte par la lecture du plan qu'on a une pièce principale qui est centrée autour d'un puits, donc on a vraiment un bâtiment qui est conditionné par la présence de cette source. Au sein de la pièce principale ou peut-être à l'un des étages, on a mis en évidence le travail du bois et la confection de tonnelés, donc de tout petits contenants en bois. Un travail in situ qui est attesté, bon, évidemment par la présence de ces éléments finis, plus d'une vingtaine, caractérisés par quasiment 350 éléments en bois, et surtout attesté par la présence de chutes de travail qui renvoient au travail de ces contenants en bois. Alors, on se demande si ils n'ont pas servi à collecter justement cette eau qui a pu être appréciée pour des vertus quelconques, pourquoi pas curatives, et une eau qui a peut-être été par la suite distribuée. Alors là, on entre dans l'extrapolation, ça peut pas être prouvé par l'archéologie, mais ça reste pour autant une piste qu'il convient d'envisager. On a mis au jour une trentaine de monnaies, pour la plupart retrouvées au fond de l'aménagement central, et pour les autres qui ont probablement flotté, qui ont été découvertes à même le plancher ou sur la margelle du puits de captage. Ces monnaies qui attestent justement une pratique votive assez connue lorsqu'on est en présence d'une source divinité, de jet de monnaie, donc renforce l'idée qu'on a une divinité qui habite notre source. Nous avons également découvert, dans la démolition de ce bâtiment, les restes d'une statue équestre, que l'on peut qualifier de cavalier à languipède, qui se présente sous la forme d'un cheval, qui est monté par un cavalier en armure, généralement dans l'iconographie associée à Jupiter, un cavalier qui terrasse un monstre. Alors, on peut imaginer que ce cavalier à languipède venait orner ce bâtiment, d'autant que l'interprétation de ce type de statue est un peu sujette à caution, mais on les retrouve de façon assez récurrente dans des contextes liés à l'eau, que ce soit en bord de plans d'eau, dans des sanctuaires des eaux. Alors, on ne les retrouve pas systématiquement dans ce type de contexte, mais c'est quand même une récurrence qui est attestée. Donc ici, elle trouvera toute sa place dans ce bâtiment qui est centré justement autour d'un captage divinisé. Donc on est là en présence d'un petit temple de quartier qui était probablement à l'usage des artisans qui exerçaient dans ce quartier-là. On a d'ailleurs un plan qui est relativement classique, je dirais. On accédait au bâtiment via un petit vestibule qui lui desservait cette pièce principale qui était excavée, au centre de laquelle on retrouvait notre captage de source.